5 millions de personnes handicapées vivent aujourd'hui en France. Qu'ils soient enfants ou adultes, handicapés moteurs ou mentaux, pour eux, chaque jour, la vie est un combat. Pendant plusieurs semaines, le magazine Cellules de crise a enquêté et découvert un monde de souffrance, d'exclusion et d'injustice. La journaliste Marie-Pierre Rimbaud a rencontré Rémi et Régine, sa mère. Il y a 9 ans, elle a tenté de tuer son fils pour mettre fin à ses souffrances. J'ai songé à Rémi, je dis c'est pas possible. Je vais le libérer, voilà. C'est comme ça qu'une maman craque. Cellules de crise a suivi le combat de Rémi pour mourir dans la dignité. Je veux être paralysé. Si je peux plus bouger, plus rien. Un combat qui, hélas, vient de trouver une issue tragique. Corentin a 8 ans, il est autiste. À cause de son handicap, il a été exclu de son école. Nous avons accompagné Nadia, sa mère, dans sa lutte pour que son fils réintègre sa classe. L'école de la République est-elle vraiment ouverte à tous les enfants? Cellules de crise a aussi enquêté sur ces handicapés que la France exile en Belgique. Faute de centres adaptés suffisants, des milliers d'handicapés français sont hébergés dans des conditions que certains députés n'hésitent plus à condamner. Personne ne voudrait vivre dans ce vide humain, c'est pas possible. Laurent Bérou, lors de son enquête, a découvert les nombreuses discriminations qui frappent les handicapés, comme Anthony, cloué à son fauteuil roulant. Cellules de crise l'a accompagné dans sa lutte quotidienne pour garder des conditions de vie décentes. La vie en fauteuil est très chère. Et je vais pas vous mentir, vaut mieux être riche en fauteuil que pauvre. Son ultime recours aujourd'hui, interpeller les politiques. Le 10 août dernier, nous avons appris le suicide de Rémi. Aujourd'hui, ses parents poursuivent son combat pour qu'en France, l'euthanasie soit autorisée. Les équipes de cellules de crise lui dédient cette enquête. Avril 2008. Lydie Deben comparée devant la cour d'assises du Val d'Oise pour assassinat. Il y a 3 ans, elle a noyé sa fille Anne-Marie. Maître Richard, l'avocate de Lydie, a défendu d'autres mères infanticides. Sa plaidoirie appelle à la clémence. Elle a tué sa fille, c'est un acte qu'elle a commis et qu'elle reconnaît. Elle n'est pas coupable d'un crime. Ce n'est pas une criminelle. C'est ça que je viens de dire aux jurés. L'affaire est d'autant plus difficile qu'Anne-Marie, âgée de 26 ans, était handicapée mentale et grabataire à 90%. Mais pour la première fois dans l'histoire de ces infanticides d'handicapés, les jurés acquittent la mère. Le parquet, lui, fait appel et demande 3 ans de prison avec sursis. Il y a 9 ans, la même avocate défendait une autre femme qui avait tenté de mettre fin au jour de son enfant. Le procès s'était soldé par un non-lieu. Je décide de rencontrer cette femme. Elle s'appelle Régine Salva. À l'époque du drame, son fils, Rémi, avait 15 ans. J'ai promené le chien, je suis rentrée, j'ai voulu me coucher. Et c'est là que tout a basculé. J'étais à l'étage, j'étais à la salle de bain. Je sais pas, j'ai vu, mais ça me décomposait, c'était pas moi. Enfin, j'étais plus, je pense vraiment, j'étais plus moi. Je crois qu'à ce moment-là, j'étais... Et puis j'ai songé à Rémi, je dis c'est pas possible. Sa maladie évolutive, je vais le libérer. Voilà. C'est comme ça qu'une maman craque. Le drame de ces mères d'enfants handicapés interpelle la rédaction de Cellules de crise. Qu'est-ce qui peut pousser une mère à commettre un tel acte? La question, c'est... On comprend l'immense détresse là, des mères de famille qui parfois passent à l'acte et tuent leur enfant. Finalement, au bout du compte, on finit par comprendre cette immense détresse. Il y a beaucoup de suicides il y a de plus en plus d'infanticides. Mais ça témoigne de ce qu'on cherche effectivement à démontrer, à aborder dans cette émission. C'est la difficulté de la prise en charge, la situation dramatique de tous ces parents qui ont des enfants qui ne sont pas pris en charge. Est-ce qu'on sait au moins combien y a-t-il d'handicapés dans notre pays? Ah oui, il y a 5 millions de handicapés.
5 millions d'euros. Ouais. Et 2 millions 100 000 personnes qui sont à mobilité réduite, qui ont un problème pour se déplacer. D'accord. Bon. Et toi, Marie-Pierre, tu es plus sur les enfants? Oui. Rémi, c'est celui qui a une maladie dégénérative et qui est bancale maintenant, qui se casse la figure. Et les gens le rejettent parce qu'il fait tâche. Mais ils disent quoi, les gens? Ils disent quoi? C'est quoi les Mais phrases? ça, vous nous dérangez, on n'a pas envie de voir cette réalité. Voilà, ils le disent à la maman surtout. Hein. Oui, bien sûr. Insupportable. Bon, bah, écoute, démontrons. Aujourd'hui, Rémi a 23 ans. Sa mère n'est pas allée jusqu'au bout de son geste et il a survécu. Bonjour. Ça va? Rémi est atteint d'une pathologie incurable qui attaque son système nerveux et musculaire. Salut Milou. Attention Ninix. La maladie le condamne à plus ou moins brève échéance. Allez viens Ninix, laisse-le monter. Il a de plus en plus de mal à marcher. Salut bonhomme. Ah, attends, mon... Bisous, vas-y. Rémi est très attaché à sa mère. L'amour qui unit ces deux êtres est extrêmement fort. Plus fort que la maladie, plus fort que la tentative de meurtre. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses du geste de ta maman? Bah, c'est un geste courageux. Bien. Que, voilà, comme j'ai dit, je pense... Enfin, je lui en veux pas, quoi. Tu lui as dit que tu lui en voulais pas, mais que tu lui en voulais de t'avoir loupé, c'est vrai? Certes. Une fois par semaine, Rémi se rend à son cours d'aïkido. Cet art martial, il le pratique avec l'espoir de maîtriser un peu la maladie. Il ne contrôle plus assez ses mouvements pour rester debout, alors c'est à genoux qu'il combat. Pendant combien de temps encore réussira-t-il à se battre contre l'inéluctable? Personne ne le sait. Jusqu'à il y a environ 6 mois, je pense, il pouvait travailler sur le tatami, debout, maintenir son équilibre, on va dire, il y a 1 an, et faire donc des mouvements vraiment enchaînés, cohérents. Et le jour où il ne pourra plus en faire, ça va être dramatique. Pour Rémi, il y a aussi une démarche dans l'esprit. Donc de toute façon, il pratiquera, même s'il ne peut plus bouger, il pratiquera dans sa tête. Donc je pense qu'il aura cette force. Une force de caractère qui n'en finit pas d'étonner Christian, le maître d'aïkido de Rémi. Rémi a une volonté, mais vraiment une volonté d'en faire. C'est quelqu'un, quand il décide quelque chose, il le fait. Quand on voit Rémi travailler, quand on voit l'effort qu'il développe, je dirais, pour faire un geste, pour faire effectivement un mouvement, écoutez, c'est une émulation, c'est quelque chose de fantastique. De retour à la rédaction de Cellules de crise, je montre les premières images de Rémi. Le cas de ce jeune homme lourdement handicapé n'en finit pas de soulever des questions. Bah écoute, je vais te présenter Rémi. Voilà, tu vois, c'est... Ça fait combien de temps que la mère de Rémi s'occupe de lui? Bah écoute, il a 24 ans, donc il a commencé à être malade à 6 ans, donc ça fait 18 ans. 18 ans qu'elle vit au quotidien le handicap de Rémi. Elle accepte ta caméra? Oui. Bon, la elle accepte d'en famille parler. accepte la caméra et elle n'est pas allée jusqu'au bout, donc on peut avoir aussi le point de vue du fils. C'est pour ça que j'ai choisi cette histoire. Parce que là, tu as la mère et le fils. La mère qui vont tuer leur enfant handicapé. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un acte juste? Dans le cas de Régine, la maman de Rémi, c'est ce que j'appelais une pétage de plomb, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle se voit dans une glace, elle regarde son visage dévasté, elle est en train de changer le sac d'une poubelle et elle décide d'aller étouffer son fils avec le sac. Quand l'enfant se débat, elle arrête. Juste ou pas juste de donner la mort, pas facile de comprendre l'infanticide sur des enfants handicapés. Avant de revoir la mère de Rémi, nous voulons en savoir davantage. Je prends rendez-vous avec Stéphane Albouy, le journaliste du Parisien qui a couvert l'affaire au moment des faits. Moi, ce qui m'étonnait, c'est que j'ai pas retrouvé de presse sur l'affaire de Régine Salva et de son fils. Au moment où c'est intervenu, c'est un sujet non pas tabou, mais c'est un sujet sur lequel peu de personnes se sont encore penchées. C'était les premières affaires, l'affaire de Régine Salva.
On est en 98-99. On est là face à un véritable drame et face à des choses dont on ne parle pas à l'époque. Ces familles qui portent à bout de bras des enfants atteints de maladies et qui ont l'impression d'être totalement abandonnés. Quand vous étiez là-bas témoin il y a 10 ans de cette affaire, qu'est-ce qui se passe? Ça avait jeté un trouble et provoqué un certain émoi auprès même des enquêteurs, parce que ça n'est pas une affaire classique, habituelle. On n'est pas dans une affaire de délinquance ou une affaire criminelle. Ils sont face à une femme qui a failli commettre l'irréparable, mais qui est à la fois actrice et auteure de faits gravissimes, et en même temps victime. C'est ce dilemme qu'a dû trancher la justice. Rendez-vous est pris avec Maître Richard, l'avocate de Régine Salvat. Je l'ai rencontrée quelques jours plus tôt lors du procès de Lydie Deben, une mère infanticide. À son cabinet, elle nous explique la détresse qui pousse certaines mères d'enfants handicapés à l'irréparable. Elles se font plus mal qu'elles ne se soulagent. Elles font vraiment ça pour soulager l'enfant. Elles vont dans le sens de faire ça dans l'intérêt de leur enfant. Elles peuvent ou non se tromper, mais elles sont dans l'intérêt complet de leur enfant. Et elles ne se soulagent pas du tout. Elles se font souffrir. Dans cette affaire, Maître Richard a finalement obtenu un non-lieu. Aujourd'hui encore, Régine a du mal à se souvenir de cette période. Elle a décidé d'écrire son histoire pour ne pas oublier, pour tenter aussi de comprendre son geste. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide de tuer son enfant? C'est une question difficile que vous me posez là. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide de tuer son enfant? Je pense qu'une maman qui aime profondément son enfant, si elle est prête un jour à lui enlever la vie, parce que j'ai du mal à employer ce mot, à lui ôter sa vie, c'est parce qu'elle pense, je pense qu'elle pense le libérer de souffrances très fortes. Rien n'avait préparé Régine à ce drame. À sa naissance, Rémi ne présentait aucun handicap. Regardez. Mais très vite, la maladie apparaît. On a eu vraiment tout pour être heureux. On est un couple qui s'aime. On a eu un petit bonhomme, un petit garçon, donc Rémi. 3 ans après la naissance de Claire, notre petite fille, puis des enfants superbes, pétillants. Tout était là pour qu'on soit vraiment, on avait vraiment toutes les chances dans la vie, tous. Face à la terrible épreuve, la famille est restée soudée. Jean-Pierre, le père de Rémi, n'en a jamais voulu à sa femme pour son geste. Il ne veut y voir que de l'amour et continue de profiter de chaque instant avec son fils. Il est extraordinaire parce qu'il veut. Il a une volonté d'en faire et malgré ça, il s'aperçoit qu'il ne peut pas faire, qu'il ne peut pas, comme il vous l'a dit tout à l'heure, dans ses histoires, il ne peut plus porter les planches, il ne peut plus porter quoi que ce soit, il a des difficultés à se dépasser, mais il veut faire. Moi, c'est mon fils, il est comme ça, et puis on le prend comme il est, et puis on fait avec lui. Et je lui en veux pas du tout à mon époux, jamais je lui en ai voulu. À la limite, j'ai presque compris. C'est un geste d'amour, c'est sûr, c'est un geste de désespoir. Et je crois que presque à la limite, je sais pas, on peut pas dire ça. Si j'étais à sa place, j'aurais fait la même chose. Je crois que quand on arrive à bout, il y a plus de... Comment dirais-je, c'est fini, quoi. On sait plus quoi faire, il y a plus rien. Une détresse immense face au ravage inéluctable de la maladie. Rémi mène un combat contre un adversaire plus fort que lui. Un combat qu'il veut perdre le plus tard possible. Ils sont tous finis. Vous m'en avez même pas laissé. Ça me rend très triste, petit en fait. Parce que, en fait, me voir dégraisser comme ça, en fait, j'aime pas. Je peux plus faire des très très longues distances. Et même aller dehors, je me rappelle une fois, j'étais allé dehors comme ça pour marcher. Et dire bonjour aux gens que je connaissais. Et en revenant, je pouvais plus marcher. J'étais incapable. Je pouvais plus marcher. J'arrivais plus.
Et ça te rend triste, ça t'horripile, ça, c'est... Bah, ça me tue. Enfin, ça me tue. Je sais pas si c'est le mot exact, mais... Ouais, je peux pas supporter, on va dire. Ça me rapproche plus en plus du fauteuil, et moi, je veux m'en éloigner. Pendant la semaine, Rémi vit dans un centre hospitalier à quelques dizaines de kilomètres de chez lui. Ses parents n'ont plus la force d'assister chaque jour à sa dégradation. Pour Rémi, c'est aussi une façon d'avoir sa propre vie et une petite amie. Bonjour Laetitia. Bonjour ma chérie. Dis coucou. Coucou ma belle. Bon. Bonjour mon grand. Toute belle. Salut maman. Ça va? Rémi est très fier de nous montrer sa chambre. Une chambre et un lit qu'il partage avec Laetitia en accord avec l'hôpital. Tous les deux. Là, vous dormez. On dort là. Laetitia, elle aussi, est une grande accidentée de la vie. Une intoxication au monoxyde de carbone a détruit une partie de son cerveau et paralysé son corps. Mais rien n'empêche ces deux-là de s'aimer. Deux amours. Et puis, des fiancés qui prouvent sa bague. Enfin, la bague qui portait que par l'un des membres. Oui. Moi, j'en pense. Tu n'as pas de bague de fiançailles. Ouais. Des handicapés aussi ont le droit à l'amour. Pourquoi les handicapés n'auraient pas le droit de s'aimer? Hein? Il y a quelque chose qui te gêne, Rémi, à ta jambe? Non, il va. C'est bon? En fait, c'est une grande histoire d'amour. Bon, autant dire que oui. Enfin, moi, ça me donne l'impression. Vous auriez aimé avoir un bébé. Ça, ouais. Bah, ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est toujours été l'idée, mais pour Laetitia, elle avait... Enfin bon, c'est elle de dire... Non, je ne veux plus de bébé. Car je suis trop handicapé pour ça. Et c'est ce qu'elle dit. Ça, je t'ai déjà expliqué. Elle dit, car comment je m'en occuperai, a dit Laetitia. Ah, elle dit. Alors tu sais que tu as une maladie, c'est difficile? Ou ça, tu veux pas le savoir? Moi, voilà, plutôt je veux pas savoir. Ça peut toujours s'améliorer. Faut toujours croire. Il faut garder l'espoir. Très important. Petit Carmi. Ça, c'est Rémi. Son espoir indéfectible n'empêche pas Rémi d'être lucide sur son avenir. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est simplement maîtriser sa vie jusqu'au bout. Je viens de te voir, tu sais, à propos de la lettre que tu veux écrire au président de la République, à M. Sarkozy. Hein, donc là, j'ai le brouillon de ce que tu m'avais dit. Mais je voudrais que tu me dises si ça correspond à ce que tu veux dire ou s'il faut encore changer les phrases. Ok? On fait ça tous les deux? Y a pas de mal. Hein? Je m'installe. Je sais qu'un jour, je vais perdre mes moyens. Je ne pourrai plus marcher, mais aussi plus utiliser mes bras et mes mains. Ma mémoire sera aussi touchée. Ouais. Et je ne sais pas si je pourrai encore lire. Je pourrai encore lire. Mais mon cœur et mes poumons tiendront le coup. Ça va là? On pourra me maintenir en vie pendant des années en me nourrissant par exemple par une sonde. Je ne veux pas que l'on m'oblige à vivre en s'acharnant sur mon corps
si j'en suis prisonnier. On m'a dit que tu avais demandé à ta maman de recommencer si nécessaire son geste au cas où tu souffrirais trop. Je veux être euthanasié. Si ça va, enfin si je peux plus bouger, plus rien. Franchement, je préférerais ça. Je serais plus libre en sachant que je suis fixé en quelque sorte. Même si je fais le geste, même si c'est pas exactement comme ça. Mais bon, je compte surtout sur le président Sarkozy, le Premier ministre, les ministres et tous les Français qui regardent. Il s'appelait Rémi, il avait 23 ans et souffrait d'une maladie dégénérative rare. Il s'est suicidé dimanche dernier en prenant des médicaments. C'est ainsi que la France entière a appris la mort de Rémi dans le journal télévisé du 13 août dernier. 4 jours avant de mourir, Rémi avait reçu la réponse du président de la République. Pour des raisons philosophiques et personnelles, je crois qu'il ne nous appartient pas, que nous n'avons pas le droit d'interrompre volontairement la vie. Avant de se donner la mort, le jeune homme enregistre une cassette dans laquelle il explique son geste. Une façon aussi de dégager sa famille de toute responsabilité. J'ai décidé de prendre les médicaments nécessaires pour me suicider parce que en fait ma maladie me détruit en augmentant très vite. Ça sert à rien que je continue à vivre et je pars en espérant ce combat pour le suicide assisté, que ça continue. Je pars en espérant ça. La mort de Rémi relance le débat sur l'euthanasie et provoque la réaction de la justice. Le corps de Rémi est autopsié, toute sa famille est entendue par la police. La tentative d'infanticide de Régine, sa mère, remonte à la surface. Le procureur empêche l'incinération du corps tant que l'hypothèse du suicide n'est pas confirmée. Non, je peux pas. Pour les parents de Rémi, c'est insupportable. Et de toute façon, nous, on se battra. Ce qu'on veut vraiment, c'est qu'il puisse être incinéré, tel qu'il l'a exprimé, pour ensuite que ses cendres puissent être dispersées sur les lieux où a vécu Morei Ueshiba, qui était pour lui le maître fondateur de l'aïkido et d'une philosophie qui était une philosophie d'amour. À la demande des parents de Rémi, Bonjour Jean-Pierre. Patrick, le maître d'aïkido, vient chercher les affaires que le jeune homme lui a léguées. Je suis vraiment désolé, même si c'est un rebelle. C'était les dernières volontés de Rémi. Oui, j'ai appris la triste nouvelle, c'est... Bonjour Régine. C'est terrible. Oui. Voilà le domaine de Rémi. Ouais. Et donc, tu vois que dans tout ce qu'il souhaite te laisser, il y en avait. Il les a tous regardés, lus, l'essence de l'aïkido. Tu vois, Morei Ueshiba. Il souhaitait toujours être comme le Morei Ueshiba. Il souhaitait être comme Morei. Le geste de Rémi, c'était pas un geste de désespoir, pas du tout. C'est un geste justement pour montrer que une personne a le droit de choisir, je crois, sa voie. Comme il le disait toujours, en aïkido, on cherche une voie. Il a trouvé sa voie et celle-là, je crois, c'est donner, je dirais, la possibilité aux personnes qui sont dans ce genre de, je dirais, de handicap, eh bien, de choisir. À bientôt. Allez, bisous. À très bientôt, Patrick. Bon courage. Et merci d'être venu. Bon courage. Au revoir, Jean-Pierre. Au revoir. Et bon courage. Merci. Au revoir. Allez. Quelques jours plus tard, je retourne chez les parents de Rémi. Nous sommes restés en contact tout au long de cette terrible période.
Ils viennent d'apprendre que le procureur les autorise enfin à incinérer leur fils, mais qu'il demande à nouveau une expertise. Voilà, on va retourner dans la chambre de Rémi. Je n'imagine pas pourquoi le procureur a demandé là, maintenant, et ça pour nous c'est quelque chose de terrible, une expertise psychiatrique effectivement et physique de notre enfant mort. Là, ça veut dire que ce n'est pas terminé. Il y a une démarche, une enquête qui prend des proportions qu'on ne peut pas comprendre. Vous venez souvent ici, Jean-Pierre et Régine? Non, c'est un lieu où moi vraiment je viens tous les jours, je viens à différents moments. Non, qui ne me fait pas peur du tout. Je veux pas que cette chambre devienne un mausolée, mais je sens Rémi là pour le moment, encore, toujours. Parce que l'incinération souhaitée par Rémi les prive d'une tombe, Régine et Jean-Pierre ont choisi un coin de forêt près de chez eux pour se recueillir. Qu'est-ce que vous allez faire de cet endroit? Explique-le-toi, en fait. Trouver un endroit, et puis je pense pas, je suis sûr, on plantera un arbre pour Rémi, hein, l'arbre de vie. Dans la démarche de Rémi, qu'on trouve très très belle, digne, comme dit mon mari, d'un homme avec un grand H. 3 jours avant de se donner la mort, Rémi m'a remis un livre. Il a dit « Maman, ce livre, il faudrait que tu le lises, mais aussi il faudrait que papa le lise. » Et il a rajouté « Vous allez me comprendre ». Voilà le premier passage qu'il a surligné. La droiture est le pouvoir de décider une certaine ligne de conduite, en accord avec la raison, sans hésiter. Mourir lorsqu'il faut mourir, combattre lorsqu'il faut combattre. C'est un sujet difficile, Marie-Pierre. Ça a été difficile de terminer cette enquête parce que, voilà, on commence un film avec quelqu'un qui est vivant, on doit le terminer avec quelqu'un qui est décédé. J'ai l'impression que le passage à l'acte de Rémi est une espèce d'appel, de message qu'il nous donne pour ouvrir un débat. Un débat sur l'euthanasie. L'euthanasie, bien sûr, c'était voilà. ça son combat. C'est pour ça qu'il continue à vivre. Mais je crois que c'est pour ça aussi que c'est si compliqué et c'est pour ça aussi qu'on a l'impression qu'il y a un acharnement de la justice. Et pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas le débat sur l'euthanasie Voilà, en France, comme la peine de mort. On a ouvert le débat sur la peine de mort. Pourquoi on ne l'ouvre pas sur l'euthanasie? Parce que je crois qu'il y a peut-être probablement 50% de l'opinion publique pour et 50% de l'opinion publique contre, que c'est très difficile de légiférer. On ne peut pas autoriser l'euthanasie comme ça, parce que ça donne quoi au final? Ça éviterait les dérapages, et la justice est là comme garde-fou. Au final, ce débat aura lieu. La mort de Rémi aura servi, comme il le souhaitait, elle aura été utile, parce qu'au final, c'est toujours la rue qui décide. Martel, un village du sud de la France. Nous sommes le 1er mai 2008. 200 personnes manifestent contre la déscolarisation de Corentin, un enfant autiste. Messieurs, dames, cette manifestation montre une communauté en colère, choquée par une déscolarisation brutale pour un enfant qui actuellement ne peut pas aller dans son classe avec les restes des enfants, qui est à la maison et qui souffre. À la rédaction, cette affaire soulève l'indignation. Alors là, j'ai suivi l'histoire d'un petit garçon qui a été déscolarisé. D'accord. Corentin est autiste, a beaucoup de difficultés de communication avec le monde extérieur. Il a été viré de l'école. En plus, ça s'est passé d'une manière tout à fait gougnafière, puisque c'était le 1er mai, et les parents ont reçu un courrier leur apprenant que le lundi d'après, donc le 5 mai, il n'y avait pas école pour le petit garçon. Et en plus, il avait interdiction de s'inscrire dans aucune autre école du département. Surtout, il a fallu qu'il fasse un réel effort pour effectivement, lui, s'adapter à l'école. C'était un changement dans sa vie. Donc, tu le forces à faire un effort et ensuite, tu le rechanges. C'est pas fini. Le pire, c'est ce qui va arriver là. C'est-à-dire qu'on a essayé aussi de contacter l'inspection d'académie qui avait décidé de déscolariser cet enfant. Personne n'a voulu nous répondre. Parce qu'il n'y a pas de raison. On a demandé un rendez-vous avec cette... On a filmé cette demande de rendez-vous, on s'est fait jeter. Ça les ennuie beaucoup qu'on suive cette affaire. Oui, mais ça les ennuie, mais ça fait partie de notre boulot. Tout à fait. Et on ne va pas arrêter de les ennuyer
plus ils vont nous dire ça les ennuie, plus on sera là. Un train pour Brive et je rejoins en voiture le village de Martel. À mon arrivée, une banderole, vestige de la colère des habitants. Un village qui se soulève pour défendre les droits d'un enfant handicapé, c'est rare. Nous sommes dimanche, toute la famille de Corentin est réunie avec quelques amis. C'est Nadia, la maman, qui nous accueille. Corentin, il s'enfuit. Bonjour, dis bonjour. Corentin. Non. Bonjour madame. Bonjour madame, tu dis quoi? Tu me serres la main, Corentin? Tu veux pas? Si? Bonjour. On est content de te voir. Depuis la naissance de Corentin, Nadia a suivi le parcours chaotique des parents d'enfants autistes. Diagnostic tardif du handicap de son fils, séjour répété de Corentin en hôpital de jour. La vie de Nadia est un combat quotidien, fait de douleur et de résignation. Comme on n'a pas de réponse médicale, on se dit qu'on est des mauvais parents. Et la culpabilité à long terme pour moi, entraînait une dépression. J'avais pas d'avenir, j'étais juste en face d'un enfant qui était un étranger. Parce que c'était ça, il me semblait être un étranger. C'était pas l'enfant que je désirais, ça c'est sûr. C'était pas l'enfant que j'avais imaginé. Donc il fallait que je puisse faire le deuil de cet enfant idéal et que je puisse redémarrer et me dire cet enfant-là, c'est le mien. Il va falloir que je fasse avec. Il y a 3 ans, Corentin, comme tous les enfants, entre à l'école maternelle. Il y est scolarisé jusqu'au jour où, sur les conseils du médecin scolaire, l'inspecteur d'académie décide brutalement d'exclure Corentin de son école. Quand j'ai reçu l'arrêté, ça m'a assise parce que j'en revenais pas, j'arrivais pas à réaliser sur le moment parce que je m'y attendais absolument pas. C'est vraiment de la maltraitance par rapport à nous, famille, parce qu'on se retrouve dans une situation très complexe. Heureusement que je ne travaille pas, parce que si je travaillais, je ne sais pas du tout comment on ferait. Et puis en plus, pour mon fils, parce qu'il n'y a pas lieu de ça. Donc on a entrepris avec l'avocat ce qu'on appelle un référé liberté pour annuler l'arrêté qui est donc illégal. Et j'attends la réponse d'ici quelques jours. Privé d'école, Corentin a besoin d'être stimulé. Avec d'autres parents, Nadia a organisé une école de substitution spécialisée. Tout se passe chez elle, dans son garage, et ce sont les parents eux-mêmes qui paient l'éducatrice des enfants autistes. S'occupe de la date et de la météo. Quant à Corentin, cela fait maintenant 3 semaines qu'il est exclu de l'école et qu'il ne voit plus ses copains. Je décide de rencontrer certains de ses enfants, ainsi que des parents qui se sont mobilisés contre la déscolarisation de Corentin. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, cette déscolarisation de Corentin? Très choquée là, touchée, révoltée, mais comment ça se fait qu'on puisse faire ça? Cet enfant ne posait aucun problème, déjà au sein de la récréation. Il n'avait aucun comportement violent vers les autres, et puis sur une décision prise par une personne, par un docteur, il est exclu d'un système, et c'est pas logique. C'est d'autant plus révoltant et injuste qu'il y a une année ou 2 ans, quelqu'un est venu dans la classe pour expliquer les différences aux enfants, ceux qui ne comprenaient pas. Ils ont parlé avec vous. Et 2 ans après, on fait complètement l'inverse. Sans que les enfants comprennent quoi que ce soit, on dit Corentin n'est plus là. Mais ils n'ont pas pu le revoir. La réaction de certains enfants, ça a été « Et nous, ils vont nous virer aussi de l'école ?» Les copines de Corentin ont elles aussi manifesté leur solidarité à leur façon. Je trouve ça complètement injuste que Corentin soit exclu de l'école. Moi, je dis que vous devriez le rescolariser parce que je trouve qu'il est triste d'exclure un élève, alors qu'on m'a appris que l'école était obligatoire. Moi, je suis contente d'aller à l'école et Corentin aussi. Pour tous, la déscolarisation de Corentin est une véritable injustice. Pour obtenir les explications de l'Académie concernant cette exclusion, j'appelle le responsable de l'aide scolaire aux personnes handicapées. Bonjour. Oui, bonjour madame, j'aurais souhaité parler à monsieur Lubzac, s'il vous plaît. Je vais voir, quittez pas. Merci. Oui, allô? Oui, monsieur Lubzac? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, je suis
réalisatrice pour France 2. Et on veut avoir absolument le point de vue de l'inspection d'académie, pas juste le point de vue des familles, des parents. Pourtant, toutes mes tentatives pour rencontrer les représentants de l'Académie du Lot se solderont par un échec. La présence de journalistes semble contrarier cette administration. Le lendemain, j'accompagne Nadia au tribunal de Toulouse. Si la justice confirme la décision de l'Éducation nationale, Corentin sera purement et simplement privé de son droit à l'éducation. Vous vous sentez comment? Je me sens stressée et angoissée. Au long des kilomètres, la pression monte. Là. Donc il me tarde d'y être et que ce soit fini. En arrivant à la salle d'audience, nous croisons les représentants de l'Académie, ceux que j'ai tenté de joindre et qui n'ont pas daigné me répondre. Pas un regard, pas une parole ne sont échangées. Vous avez vu le demandeur? C'est la même qui a demandé le renvoi de Corentin. Ça fait mal, ça? Oui. Surtout qu'il faut rester saine face à ça et surtout pas... Enfin, maintenant c'est la procédure juridique qui prime. Il faut surtout pas que j'aille les agresser. Oui, je vais leur dire. Maître Félicie arrive, c'est l'avocat de Nadia. Il défend également l'association Autisme France. L'affaire de Corentin est pour lui très symbolique. Malgré la loi de février 2005, qui donne le droit à tout enfant handicapé d'être inscrit dans une école ordinaire, les procédures comme celle entamée par Nadia ont toujours été perdues. Je suis autorisée à assister à l'audience, mais sans caméra. Les débats vont durer plus d'1 heure et demie. Nadia prend plusieurs fois la parole, mais ses interventions ne suffisent pas à convaincre le juge, qui préfère prendre son temps et met sa décision en délibéré. Ça va? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, c'est qu'elle décompresse un peu, donc assez... Mais si, vous allez l'avoir demain, la réponse. Je pense, et vous avez été très bien. C'est frustrant parce qu'on n'a pas le résultat. Il va falloir attendre demain, donc la journée et la nuit va être très très longue. J'espère avoir gain de cause parce que je pense que les droits de mon enfant n'ont pas été respectés. Que vraiment là, il faut que la juge effectivement montre que ces gens-là ont abusé de leur pouvoir. C'est pas la première fois que je fais ce type de procédure, qui est une procédure d'urgence qui s'appuie sur donc l'atteinte à une liberté fondamentale, en l'espèce le droit à l'éducation. J'en ai perdu déjà 2. Si on gagne aujourd'hui, il y aura sans doute beaucoup de familles qui vont réutiliser cette procédure. Je tente de parler au médecin de l'Éducation nationale. Bonjour. Ah, pourtant, je vous ai laissé un message très poli, très courtois, vous demandant une entrevue, mais vous ne parlez pas. L'inspecteur d'académie. Mais l'inspecteur d'académie, monsieur, vous m'avez dit que vous alliez me rappeler. Oui, bah, écoutez, vous comptez le faire. L'inspecteur d'académie vous rappellera une leçon durant la journée. Durant la journée. Et vous non plus, vous n'avez pas quelque chose à nous dire? En attendant la décision du juge, je propose à Nadia de me rejoindre à Paris. Le gouvernement va organiser une conférence de presse pour lancer son nouveau plan sur l'autisme. Ce sera peut-être l'occasion de solliciter les ministères et de faire avancer son dossier. En arrivant, elle m'annonce une excellente nouvelle. Ça va, Nadia? Alors, vous êtes contente? Oui, ça va, je suis contente. Le résultat du référé, donc on a eu gain de cause quand même, et le référé a apporté pas une annulation, mais une suspension de l'arrêté. La justice lui a donné en partie raison. C'est la première fois qu'un référé comme celui-ci est gagné. Corentin va retourner à l'école, mais pour Nadia, le combat continue. Mon téléphone sonne. C'est le cabinet de Valérie Létard. La secrétaire d'État à la solidarité organise une conférence de presse pour rendre public son plan autisme. Apparemment, la présence de Nadia dérange. À partir du moment où vous souhaitez venir avec cette personne qui est certainement quelqu'un de très bien, mais qui n'est ni du milieu associatif, ni du milieu médiatique, il y a un mélange des genres, donc on ne peut pas ouvrir de brèche. Si on lui dit de venir à elle, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on reçoive la terre entière. Et là, si elle a un besoin particulier d'être reçue par les ministres, on peut lui proposer dès lundi un rendez-vous avec le cabinet de Valérie Létard. Ça, on peut s'engager à le faire. Un rendez-vous dans 3 jours au ministère,
Décidément, l'affaire de Corentin fait du bruit et les choses bougent. Vous avez le sentiment que tout d'un coup, il y a beaucoup d'effervescence autour de votre affaire? Je trouve ça très impressionnant d'être... comment dire? D'être aussi petit et de, quelque part, faire aussi peur. Et donc, mobiliser la presse et mobiliser l'opinion publique, ça porte énormément. Et j'espère qu'effectivement, les ministères vont pouvoir me recevoir et que je pourrai aussi me faire le porte-parole de tous les parents qui ont subi la déscolarisation de leurs enfants et qui aujourd'hui ont leurs enfants qui ne sont toujours pas scolarisés parce qu'ils n'ont pas pu se battre, comme moi j'ai pu le faire. Le lendemain, je me rends avec Nadia à la conférence de presse du plan autisme. Finalement, la directrice adjointe au secrétariat des personnes handicapées nous autorise à y assister, mais elle pose ses conditions. Pourquoi ne pas vous laisser entrer maintenant que vous êtes là? Simplement, on est bien d'accord sur le fait qu'on n'est pas en train de télescoper les Non, je n'interviendrai sujets, pas, vous inquiétez pas. La secrétaire d'État, Valérie Létard, insiste sur l'importance de la scolarisation des enfants autistes. Comme promis, Nadia écoute sans intervenir. Améliorer l'accompagnement dans la vie ordinaire commence à l'école. Vous êtes nombreux à demander que vos enfants soient scolarisés dans l'école de la République, et c'est légitime. Nous présentons un plan triennal de prise en charge de l'autisme. C'est plus de 187 millions d'euros qui vont être consacrés à véritablement... Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, confirme de son côté l'effort financier de l'État en faveur des autistes. Nous interpellons Patrick Goé, conseiller interministériel. Nadia veut avoir l'assurance que son rendez-vous au ministère n'est pas une promesse en l'air. À Martel. C'est pour ça que j'ai envoyé une note à l'inspecteur d'académie, etc. Mais alors j'ai appris depuis l'évolution du dossier. Et alors, on nous a dit qu'elle pouvait être reçue au ministère de l'Éducation très prochainement. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est normal. Après les promesses des ministres, Nadia est revenue dans son village. Aujourd'hui, Corentin se prépare à retourner à l'école. Une nouvelle rentrée des classes pour l'enfant autiste qui a bien du mal à s'adapter au changement. Comment va-t-il réagir? Nadia l'accompagne avec sa petite sœur de 3 ans. C'est un grand jour parce que Corentin retourne à l'école. Ça y est. Il est rescolarisé, donc il retourne au milieu de ses camarades. Par là! Non, on va à l'école, Corentin. On va à l'école! Oh non, ça va. Oh non, passe. Qu'est-ce qui se passe là? Il est un peu perturbé par le fait d'aller à l'école. Comme ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas été, qu'il y a eu des bouleversements au niveau des horaires et tout. Là, il comprend plus très bien. Oui, allez. L'école, le bus et la cantine aujourd'hui. Non, ça c'est interdit. Allez, viens. Bonjour. Une rentrée difficile. Oh là, il est super agacé. Mais une nouvelle victoire pour Nadia que le village n'a jamais cessé de soutenir. Félicitations. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Retour à la rédaction de Cellules de crise. Marie-Pierre, avec Corentin, on en est... Ils ont convoqué la maman, puisque la juge a demandé de faire un suivi avec l'inspection d'académie pour la réinsertion de Corentin dans son école. Et en fait, ils se sont réunis avec la maman et là, ils ont dit « Ok, on est obligé de dire oui à la réinsertion de Corentin dans son école. » Interpellons aussi les supérieurs de ces gens-là. Ils ont reçu des consignes, ils ont des supérieurs. S'ils refusent, eux, de répondre, allons interpeller leurs supérieurs. Allons voir le ministre. On va voir le ministre, on va voir tout à l'heure. Vous avez obtenu rendez-vous? On a obtenu rendez-vous, ça n'a pas été facile. On s'est rendu compte que, contrairement à ce qui nous avait été dit à la conférence de presse sur l'autisme auquel j'assistais, qu'il ne suffisait pas de passer un coup de fil. Il a fallu en passer une dizaine et un peu, pas menacer, mais dire que parole n'était pas tenue. Est-ce qu'il a le pouvoir, le ministre, lui? Il a le pouvoir d'intervenir?
Là, le gouvernement vient de sortir un plan autisme quand même il y a quelques jours. Non, mais dans le cas de Corentin. Et dans le cas de Corentin, à mon avis, ils sont intervenus. Parce que je ne pense pas que cette affaire se serait réglée s'il n'y avait pas eu ce plan autisme qui était d'actualité. Le jour du rendez-vous au ministère est arrivé. Nadia s'y rend accompagnée des membres du comité de soutien à Corentin. Pour elle, l'injustice dont a été victime son fils ne doit pas frapper d'autres familles. Elle demande une enquête interne au sein de l'Éducation nationale. C'est la conseillère du ministre qui répond à nos questions. Quel est le point de vue du ministère de l'Éducation nationale sur un enfant qu'on a déscolarisé à la va-vite et puis aujourd'hui on le rescolarise? Moi j'ai vu ce petit garçon retourner à l'école et il était anxieux. Je vais avoir du mal à vous donner le jugement parce que c'est pas du tout dans nos habitudes de juger un comportement d'un service déconcentré. Hein. Ça se fait pas. Alors c'est arrivé, c'est très regrettable. Moi je trouve que la justice a très bien réagi parce qu'elle a été vite. Donc on a limité, je pense, les dégâts. Moi je suis désolée de cette situation. On va tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Voilà. Non mais à titre d'exemple c'est intéressant. Ça fait une jurisprudence, j'espère. Il faut que tous nos profs soient sensibilisés, il faut que notre système de formation continue fonctionne bien et de manière à ce qu'il n'y ait pas ce problème de communication entre des parents, des associations et l'institution. C'est vrai que c'est pas acceptable. Mais avant de quitter les représentants de l'État, Nadia souhaite lire les lettres des camarades de classe de Corentin. Et vraiment, elle s'est investie là-dedans et j'ai trouvé ça tellement adorable. Qu'est-ce qu'elle dit alors? On peut peut-être avoir quelques... Alors, elle dit « Je trouve ça complètement injuste que Corentin soit exclu de l'école. Je ne comprends pas que l'on dise qu'il nous embête, car c'est faux. Alors je dis que vous devriez le rescolariser. » Elle a gagné. Voilà. Après un mois de lutte, la maman de Corentin a obtenu un certain nombre d'engagements et de promesses. Des avancées qui devraient profiter à tous les enfants autistes de France. À l'agence, après l'histoire de Corentin, nous voulons aborder un autre problème grave qui touche le monde des handicapés. La France manque cruellement de structures d'accueil. La France, comme elle n'a pas de structure, qu'elle a beaucoup de retard, elle ne sait pas quoi faire de ces handicapés, qu'ils soient d'ailleurs adultes ou enfants. Donc elle les exporte en Belgique. Il y en a combien d'enfants français en Belgique Aujourd'hui, on dit qu'il y a à peu près 5000 enfants français en Belgique. C'est énorme, hein. Moi j'ai lu ça dans la presse. C'est qu'on déplace des enfants handicapés parce qu'on n'a pas les structures d'accueil chez nous. Et pourquoi la Belgique, elle, est en avance là-dessus? Voilà. Il y a deux choses, parce qu'il ne faut pas incriminer la Belgique, parce qu'il y a des choses très bien en Belgique. Mais la Wallonie s'est fait fort En fait, c'est devenu le handicap, c'est devenu l'économie locale de la Wallonie. Et ça, on appelle ça en Belgique des usines à français. C'est des organismes privés qui font ça. Mais j'ai une famille à Paris dont l'enfant est en Belgique. Ils n'arrivent pas à avoir de nouvelles de leur enfant. Ils n'arrivent pas à savoir ce qu'il fait toute la journée. S'il a un petit peu d'éducatif, Enfin, j'ai une vraie question. Est-ce qu'ils peuvent aller le voir, au moins? Alors, ils sont obligés de prévenir 24 heures à l'avance pour pouvoir rencontrer leur fils dans un endroit neutre. C'est pire que les prisons. C'est super fort. D'accord. Hein. C'est très fort, ça. Ouais. Ok, enquête, Marie-Pierre, ok. Voici Maxime dans une vidéo familiale. Il a 17 ans, à côté de lui, son père. Depuis 4 ans, cet autiste profond vit en Belgique dans un internat réservé à de jeunes Français handicapés. Ce matin, j'ai rendez-vous avec les parents de Maxime. Ils habitent en banlieue parisienne. C'est l'une des rares familles à avoir accepté de témoigner. Ils n'ont pas eu d'autre choix que d'envoyer leur enfant en Belgique. Mais pour le bien de toute la famille, il a fallu vraiment qu'il y ait une rupture et je me suis décidée à demander un internat. Maintenant, je ne pensais pas que ça allait être la Belgique. Alors, qui a décidé ce choix de la Belgique? Vous avez une décision d'orientation de la MDPH? voir? Oui, bien sûr. La MDPH, c'est la maison départementale du handicap, l'organisme de référence et de tutelle qui gère les personnes handicapées. Alors, notification de décision d'orientation. Voilà, en internat, voilà, j'ai le document du MDPH. Mais il parle de Belgique?
Alors il parle Oui. de Belgique, hein, puisque en donnant les dates d'accord. Où est-ce que c'est marqué la Belgique là? Ici. Accueil, hébergement, internat, institut de recherche et de traitement. Ah oui, d'accord. C'est difficile parce que vous vous sentez coupable aujourd'hui? Oui, je me sens coupable. Je me sens coupable, oui, parce que je sais pas, parce que je me pose des tas de questions, je me sens coupable parce que c'est quand même moi qui ai signé, qui ai donné mon accord. Je me sens coupable parce que Maxime peut pas nous dire s'il est heureux, et moi tout ce que je veux c'est le bonheur de mon fils, et pourquoi l'envoyer loin alors qu'il pourrait être bien ici. Il a des droits, il est comme tout le monde. Et c'est pas parce qu'il est malade qu'on doit se taire et qu'il n'a droit à rien en fait. Pourquoi la France envoie-t-elle des enfants comme Maxime vivre si loin de leurs parents? Nous avons pris rendez-vous avec la MDPH de Créteil dont dépend Maxime. C'est ici qu'on a pris la décision de le placer en Belgique. Effectivement, la maison départementale des personnes handicapées envoie une décision aux parents en disant « votre enfant a besoin d'être accueilli dans tel type d'établissement ». Voilà. Et donc, quelquefois, pas dans tous les cas, mais quelquefois, notamment quand il y a une pénurie de place, elle peut dire cet enfant pourrait bénéficier par exemple d'un accueil à l'Esprit, par exemple, qui est un établissement qui est en Belgique. Parce que la MDPH sait que de toute façon, les parents ne vont pas trouver de place en France. Parce que la MDPH, elle connaît vaguement la prison, Première surprise, la MDPH ne contrôle pas directement les institutions où elle envoie les handicapés. Mais c'est à la DAS qui a en charge la prise en charge de l'enfance handicapée, de s'assurer que les enfants handicapés sont bien pris en charge dans tout lieu où ils se trouvent, qu'ils soient en France ou qu'ils soient en Belgique. Mais est-ce que la DAS se déplace? Vous ne savez pas? Je suis amenée à penser que non. Des enfants envoyés à l'étranger dans des instituts que la France ne surveille pas, les propos de cette responsable sont graves. Que se passe-t-il réellement en Belgique? Les parents de Maxime ont-ils raison de s'inquiéter? Je fais le point à la rédaction de Cellules de crise. Bien ici. Est-ce que toi, tu vas aller enquêter en Belgique? Oui, on va aller enquêter en Belgique justement pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans ces instituts. Ce qu'il faut savoir. Dans l'institut où est cet enfant? Non, parce que j'ai peur qu'il y ait des représailles autour de l'enfant ou de la famille. Comment tu fais alors pour accéder à ces instituts belges? En fait, j'ai déjà constitué un dossier, me faisant passer pour une maman avec un enfant handicapé. Et leur expliquant que je n'avais pas trouvé de structure en France et leur demandant s'il était possible de visiter les lieux pour voir si ça pouvait convenir à mon enfant. Donc caméra cachée, non? Caméra cachée, oui. Direction la Wallonie, la Belgique francophone. C'est là-bas que 5000 handicapés français sont pris en charge, faute de structure sur notre territoire. Il existerait dans cette région belge des dizaines d'institutions. Lors de mon rendez-vous à la MDPH, la responsable m'a indiqué le nom de l'un de ces centres. J'arrive sur place. Près de 600 adultes et enfants vivent en partie ici. Tous français et tous envoyés par les maisons du handicap. La plupart sont autistes profonds ou polyhandicapés. Messieurs, dames, on va rentrer dans le petit local, là, si vous permettez. C'est le responsable des lieux qui nous accueille. Et vous, j'ai pas compris, vous occupez quelle fonction ici? Moi, je suis, c'est compliqué à dire, je suis éducateur, je suis psychomotricien et je suis chef de service. Et je m'occupe à la fois des pensionnaires, de 100 membres du personnel. Vous avez combien de pensionnaires là ici? On m'a dit 600? Ici, oui, on approche environ de 600. Mais vous avez une orthophoniste pour autant de personnes, c'est tout? Mais vous savez, tout le monde ne passe pas à l'orthophonie, c'est ce que je vous dis. Bon, il y a des pensionnaires ici, filles ou garçons, où l'orthophoniste en tant que tel n'a pas on n'en a pas besoin. Comment je veux dire, on n'est pas là pour quelqu'un, on est là pour la totalité. On ne va pas avoir 200 kinés parce qu'il y a 200 pensionnaires. C'est la Sécu française qui vous finance, c'est ça? Oui, c'est ça.
Le responsable de l'établissement propose de nous inviter à déjeuner avec son équipe. Je continue de me faire passer pour une maman qui cherche une place pour son fils handicapé. Oui, alors c'est quoi le processus à suivre? La NDBH notifie sa prise en charge chez nous. Il n'y a pas que le document. Là, il n'y a pas de problème. C'est le document le plus important. Nous n'hébergeons que des pensionnaires français. Hein. Oui, parce que vous êtes des structures privées, pas des structures d'État. C'est ça, hein? Oui, L'accueil des Français handicapés en Wallonie est devenu un véritable business pour la région. Plus de 2000 personnes sont employées dans ces centres d'hébergement. J'essaye de comprendre pourquoi, ici, on ne reçoit que des Français. Nous, ça ne nous intéresse pas non plus pour aller de la Belgique. Parce que pour héberger des Belges, ils sont encore plus pointus par rapport à leurs exigences, par rapport aux structures, etc. Pour les Belges, on ne pourrait pas en héberger tant, de toute façon. D'accord. Ah, les normes belges sont plus contraignantes. Voilà, modalité d'accueil, oui, beaucoup. Pourtant, c'est déjà très contraignant pour les Français, mais pour les Belges... Ce que ne dit pas cette femme, c'est que la sécurité sociale française paie 180 € par jour et par handicapé. 50 € de plus que ce que paierait l'État belge pour la même prestation. L'intérêt financier est vite vu. Au total, l'État français verse 100 000 € par an à cet établissement. À ce tarif-là, on pourrait s'attendre à des prestations haut de gamme. En continuant la visite, je découvre des pensionnaires que l'on occupe par de simples jeux ou de la peinture. Et puis, au fond d'un couloir, un dortoir réservé aux handicapés les plus touchés. Mais ils dorment toute la journée? Ils sont couchés pour la plupart toute la journée. Mais autrement, jamais on les met en fauteuil pour les promener? Il y en a qui vont en fauteuil, il y en a qui sont en fauteuil, je suis en fauteuil, oui bien sûr. Mais il y en a d'autres qui restent toujours couchés. Mais même à part la télé, ils font rien? Ah non, ils n'ont rien. Quelques stimulations psychosensorielles. Mais la télé, ils en ont plein. Regardez ici. Une, deux, trois. Oui, c'est ça que je vois, il y a beaucoup de télévision. Mais ils la regardent, la télévision? Il y en a qui la regardent, d'autres qui ne regardent pas. Qui s'intéresse aujourd'hui réellement aux 600 pensionnaires de cette institution? Par qui est contrôlé ce centre installé en Wallonie? Je décide de rencontrer le ministre wallon de la Santé. En Belgique, les structures d'accueil sont parmi les meilleures d'Europe, en tout cas celles qui sont agréées par le gouvernement belge. Ce n'est pas le cas de la plupart des structures privées de Wallonie, simplement soumises à des critères d'hygiène et de sécurité, et qui pour le reste ne dépendent que de la France. Ce qui nous embête, nous, c'est qu'aujourd'hui, en tant que ministre dans la région wallonne pour ses compétences, moi, je ne sais pas trop ce qui s'y passe. Parce que quelque part, ce sont évidemment des structures à caractère privé qui se conventionnent directement avec nos amis français. Et donc, moi, c'est plutôt, je dirais, j'ai un problème de transparence par rapport à ça. Et donc, je voudrais mettre les choses à plat. Et que tant pour l'autorité française que pour l'autorité wallonne, eh bien, on ait un même degré d'information, un même degré de contrôle. Défaut de transparence, de dialogue et de coordination entre les deux pays, l'analyse du ministre de la Santé est sévère. Pourtant, elle est partagée par certains politiques français. Rendez-vous a été pris à l'agence avec Jean-François Chaussy. Il est député de la Loire et l'auteur en 2002 d'un rapport accusateur sur l'exil des autistes en Belgique. À l'époque, le député avait visité la même institution que nous. Visiblement, rien n'a changé. C'est étonnant de faire ça en caméra cachée. Ils veulent pas qu'on filme. Non, mais moi, ils ont à peine accepté que je visite. Et j'ai un établissement belge qui m'a refusé la visite. Personne ne voudrait vivre dans ce vide, dans ce désert humain. C'est pas possible. Mais bon, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça. C'est des enfants qui sont là. La plupart, ce sont des enfants ou des adolescents. J'ai rencontré, moi, dans cet établissement, un lieu soi-disant éducatif qui était finalement une salle fermée, un lieu d'internement. Il y avait une vingtaine de jeunes adolescents enfermés à verrou dans des chambres, dans une pièce dont les fenêtres étaient occultées. Quand on est français, on doit trouver une solution à la portée de la main de la famille, pas en Belgique. En Belgique, c'est l'exil, encore une fois. Et quand une MDPH ne trouve pas d'autre réponse que la Belgique, c'est qu'il y a un dysfonctionnement qui dysfonctionne encore. Donc il faut que les solutions se mettent en place.
Jean-François Chaussy a encore du travail pour réussir à rapatrier les handicapés français de leur exil belge. En attendant, que va devenir Maxime et toutes ces familles séparées qui ne trouvent pas de structure en France pour accueillir leurs enfants? Mais on a tellement de retard que ça va prendre 30 ans pour arriver à rejoindre nos voisins européens. C'est quand même incroyable. D'accord. Comment est-ce qu'on explique ce retard? Par l'indifférence et l'incompétence? Je pense qu'il y a une méconnaissance. C'est l'État français, c'est ce qu'on découvre, c'est qu'on a parmi la plus mauvaise prise en charge des handicapés des pays européens, enfin, très clairement. Anthony, le personnage donc, qu'on a trouvé pour notre film, pour ouvrir un petit peu toutes les portes, c'est ce jeune tétraplégique de 23 ans qui est tombé d'un plongeoir installé en Bretagne. Il n'y avait pas assez d'eau dans la piscine? Non, c'était la mer, les marais, la Bretagne, et la municipalité, comme beaucoup d'autres, installe un plongeoir, une barge, un peu au large, sauf que la moitié du temps, il y a 1 mètre d'eau, quoi. Et même moins. Et là, Anthony, ce jour-là, il est allé à la nage, il y avait la marée haute, il a discuté avec son copain toute l'après-midi, et puis à un moment, il s'est mis à plonger, et puis il y avait 1 mètre d'eau, et puis il a failli mourir, et il est resté tétraplégique. C'est son copain qui l'a sauvé. Voilà. Tu me montreras quelques images? De lui, ouais, avec plaisir. Anthony est tétraplégique. Il a perdu l'usage de ses 4 membres. Après son accident, enfiler une chaussette lui prenait 1h30. Désormais, il s'habille en 3/4 d'heure. C'est quand même très compliqué pour mettre une chaussette. Il faut être patient. On dirait un petit, je sais pas, un petit lézard, un ver de terre. Encore ça va, je me débrouille tout seul. Mais après, d'ici, je sais pas, quand je serai tout vieux, là, tout moisi, comment je fais? T'appréhendes toujours de vieillir. Alors vieillir en fauteuil en plus. Putain. Maison de retraite, 35 ans. Ce qu'Anthony désire par-dessus tout, c'est avoir une vie normale. À Quimper, il vit avec sa petite amie. Eva, vendeuse dans une boutique de vêtements, a craqué sur ce client toujours souriant qui lui faisait la cour. Je me rappelle, c'est quand j'étais à l'hôpital à Brest. Un soir dans ma chambre, je me rappelle très bien, je me disais, mais jamais, jamais de la vie je pourrais avoir quelqu'un qui va m'accepter. Qui va m'accepter? Un infirme. Et moi non, en fait, en fait, je peux dire à tous les handicapés de France qu'on peut trouver quelqu'un dans sa vie. Il y a des couverts? Les médecins ont dit à Anthony qu'il ne remarcherait plus. Il a retrouvé en partie l'usage de ses bras grâce à une chirurgie plastique et à des milliers d'heures de rééducation. Au début, pour tenir une pierre comme ça, j'avais du mal. Après, tu dois tout obligé de tout réapprendre. De tout de A à Z. Apprendre à conduire aussi. C'est pendant ces longs mois de rééducation qu'Anthony a passé son permis. Et quand il est au volant de sa voiture toute neuve, cadeau d'une grand-mère adorée, difficile d'imaginer qu'Anthony n'a plus l'usage de ses jambes. Sur la route, c'est son bonheur, il est comme tout le monde. La fameuse carte. Vous la mettez pas quand vous roulez? Non. Non, parce que les gens, ils ont pas besoin de savoir que je suis handicapé. Mais quand Eva et Anthony se baladent dans la rue, impossible d'échapper au regard des passants. Le couple a fait le choix d'en rire. Je suis rodée. Parce qu'on nous regarde de toute façon. Donc, dans tous les cas, on nous regarde, c'est tous les jours. Ouais. Parce qu'on est beau peut-être aussi, peut-être qu'ils nous regardent. C'est pour ça aussi, non? C'est peut-être ça. Après, on verra. Non, mais n'importe où on va, c'est vrai qu'on nous regarde. Ne serait-ce que quand on se balade tous les deux, on s'en fiche. On s'en fiche, hein. On vit pour nous, on vit pas pour les autres. Hein. Ouais.
Le plus difficile pour ces jeunes gens, c'est d'assumer les dépenses liées au handicap. Anthony gagne 600 € de salaire, plus 700 € d'aide de l'État. Son fauteuil à lui tout seul lui coûte 3 fois ce qu'il gagne par mois. Alors mon fauteuil roulant, il vaut 2 990 €, mais simplement que le fauteuil. Et j'ai dû prendre des options en plus pour me faciliter la vie. J'ai dû acheter une toile réglable en tension qui vaut 102 €. J'ai dû acheter des poignées escamotables comme ça qui coûtent 178 € et il n'y a pas de prise en charge. J'ai dû acheter des roues, mais ça vaut quand même 539 €. Plus 598 €. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Par rapport au prix du fauteuil, non. Mais c'est énorme, ouais. C'est énorme. Après, j'ai dû prendre des mains courantes par rapport à mon handicap qui vaut 83 €. Puis, un coussin RO. C'est pas pour faire beau que j'ai ça, c'est parce que c'est un besoin par rapport à mon handicap qui vaut 455 € et il y a 184 € de prise en charge. Mon fauteuil en lui-même, il vaut 4 347 €. Il y a 743 € de prise en charge. Ça veut dire que j'ai 3 600 € de ma poche. Et ce fauteuil doit être changé tous les 3 ans. La vie en fauteuil est très 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 chère. Et je vais pas vous mentir, vaut mieux être riche en fauteuil que pauvre. Hein. Alors, donc il y a un procès, il est en cours, il est en... Alors, il y a un procès qui arrive là. Alors, il attaque la mairie qui a installé ce plongeoir à l'île Tudy. Il a déjà perdu en première instance, parce qu'il faut savoir que les communes perdent rarement dans ce genre de cas. En gros, si tu es handicapé aujourd'hui, Anthony, c'est ton imprudence qui en est responsable, à 100%. D'accord. Voilà. Et ce que son avocat dit, c'est qu'il aurait dû y avoir un panneau, attention, à partir de telle heure, marée basse. Bien sûr. Et là, pour contrôler. Donc on va suivre le procès. Voilà, on va suivre le procès le 29. Est-ce qu'on peut tourner à l'intérieur de la cour Je suis en négociation. C'est en négociation. Anthony ne veut plus retourner à l'île Tudy. Sa mère accepte, elle, de m'accompagner. Donc c'est la plage de l'île Tudy. Mon fils a eu l'accident, ça fera 6 ans cet été. Vous êtes déjà revenu? Non, je n'ai pas pu revenir depuis son accident. Et donc la plateforme, le plongeoir était vers là. Ce 16 juillet 2002, cette plage magnifique est noire de monde et surveillée par des maîtres nageurs. Tout le monde profite de la plateforme flottante jusqu'au drame d'Anthony. C'est dur de revenir, c'est dur d'affronter de retour cette plage. Ça fera bientôt 6 ans de ça. Moi, je suis venue avec lui marcher et puis il est reparti en hélicoptère, il ne marchait plus, quoi. Et comme je l'ai dit, j'ai la rage. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace du plongeoir. Le maire l'a fait retirer. Après un premier rendez-vous manqué, j'insiste pour joindre le premier magistrat de la petite commune. Déjà maire à l'époque, l'homme entame son 5e mandat. La commune a gagné son premier procès intenté contre elle par Anthony. À la veille du procès en appel, comment voit-il les choses? Bonjour, est-ce que je pourrais parler à monsieur s'il vous plaît? Moi, je n'ai pas envie d'en parler avant d'avoir vu le résultat du jugement. Je suis Anthony Bastien depuis une semaine et il avait envie peut-être de vous entendre là-dessus, de savoir ce que, au-delà du jugement, votre sentiment en tant que mère. Madame, je suis à table, vous me dérangez, je vais manger. Bonne journée, madame. Au revoir, monsieur. À la veille de son procès, je retrouve Anthony. Là, je vous emmène chez un de mes meilleurs potes. Vous allez voir, il est très gentil. Il a une très belle maison. C'est une maison toute adaptée. Il est handicapé? Ouais, il est handicapé, malheureusement. Elle est là, juste la maison, là. Le garage. À l'âge de 5 ans, Vincent a été renversé par une automobiliste. Il courait après un ballon sur la route. À ses 18 ans, il a reçu une indemnisation de plus d'1 million d'euros. Le jeune tétraplégique a pu faire construire une maison parfaitement adaptée. Alors cette maison, Vincent, c'est le paradis du handicapé. Oh oui, c'est clair, c'est adapté pour moi, c'est accessible et tout. La cuisine,
Tout est à hauteur. La plaque induction est praticable. Tout je peux manier, me servir un café, micro-ondes, le four. J'ai tous les placards à hauteur, les portes coulissantes qui s'encadrent dans le mur. Ça, c'est très pratique et très utile. J'ai aussi une terrasse où les portes s'encadrent dans le mur. C'est l'idéal. Ce serait mon rêve. Si je peux avoir la moitié d'ici, je serais déjà heureux. Et c'est pour ça que tu te bats et que demain, tu vas être combatif, non? Je vais être combatif dans ma tête parce que je pourrais pas vraiment avoir la parole. Peut-être, je pourrais peut-être avoir la parole, mais ce sera combatif surtout dans la tête. Et puis bon, on va voir. J'espère que la nuit va porter conseil. Depuis une semaine, Anthony ne pense qu'à son nouveau rendez-vous avec la justice. C'est sa dernière chance d'être indemnisé. Oh là 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 là, Ronaldo. Un moment de bonheur pour des jeunes gens que la vie n'a pas épargnés. Ronaldo, Nantes, cour administrative d'appel. Anthony vient de rouler 200 km pour être à 8 heures à son procès. Son avocate est déjà là. L'affaire d'Anthony est mal engagée, mais elle garde espoir. Maître, vous avez tenu à faire appel tout de même. Oui, on a tenu à faire appel malgré une jurisprudence qui ne nous est pas favorable. Mais on pense que les spécificités de ce dossier, les spécificités de l'ouvrage lui-même et les spécificités de l'âge d'Anthony lorsqu'il a plongé justifient qu'on tente malgré tout d'engager la responsabilité de la collectivité. Bon, on va aller. C'est le grand moment. Dans la salle d'audience, 3 juges, les avocats et le commissaire de la République qui représente l'État. Sa position est connue depuis le premier procès. Anthony ne doit son accident qu'à son imprudence. Nous ne sommes pas autorisés à filmer l'audience. Celle-ci ne dure que 20 minutes. Anthony en sort déçu. Je tente alors d'organiser une rencontre avec le représentant du maire de l'île Tudy. Le jeune homme a besoin d'une explication. Je peux trouver, en tant qu'être humain, que la réponse est sévère, mais en droit, elle est conforme à l'état du droit au jour d'aujourd'hui. Alors, utiliser un plongeoir, c'est dangereux. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une insuffisance d'information, que les collectivités doivent travailler sur ce sujet-là. Elles ne sont pas les seules à devoir travailler sur ce sujet-là. Vous avez parlé du plongeoir. Qu'un plongeoir, c'était fait pour bronzer, qu'un plongeoir, c'était fait pour... De façon annexe. Oui, voilà, que c'était fait pour bronzer ou alors que c'était fait pour se reposer quand on nageait. À la base, c'est un plongeoir. Plongeoir veut dire plonger. Mais il n'y a que du négatif en ma faveur, on va dire. Il n'y a que du négatif. Anthony quitte le tribunal sans grand espoir. Son avenir est entre les mains de la justice et la décision ne sera rendue que dans quelques mois. C'était quoi le problème des handicapés? On avait dit 1. La discrimination, d'accord. 2. Le revenu d'existence pour les handicapés. Et 3. L'emploi. Parce que ce que j'ai lu ce matin, c'est que les entreprises qui ont fait des expériences avec les handicapés sont prêtes à le renouveler parce que ça se passe vachement bien. Sauf que voilà, il y a un chiffre aujourd'hui, je crois que c'est ce matin, un chiffre qui disait qu'il y avait seulement 19% des handicapés qui travaillaient. Les entreprises sont en train d'embaucher, mais il y a des freins très bêtes à cette embauche. Par exemple ? Eh bien, ils ne peuvent pas, par exemple, faire une petite annonce en disant « Nous cherchons des personnes handicapées ». C'est des trucs de dingue, si tu veux. Parce que sinon, c'est la discrimination. Mais tape là-dedans, démontre-moi ça. Ils peuvent passer par les agences et par les associations. Non, la NPE ne peut pas mettre une annonce comme ça. Mais la est-ce que NPE tu as ne peut posé la pas. question à la NPE, à quelqu'un de la NPE? La NPE te dit c'est la loi. Si on te le répondent à la caméra? Ils me le disent, absolument. C'est pas vrai. Ben oui. Notre enquête nous conduit à Angers, dans l'entreprise où travaille Anthony. Son patron est tétraplégique, comme 12 de ses 28 salariés. Bien plus que les 6% de travailleurs handicapés que chaque entreprise devrait employer. Ici, c'est une stratégie. La société commercialise du matériel médical destiné aux handicapés. Comment ça se passe aujourd'hui?
étant nous-mêmes concernés par le handicap, on a un regard différent vis-à-vis de nos interlocuteurs et nous-mêmes avons une expérience à faire partager aux nouveaux s'accidenter. Seul problème, Denis Marliac a un mal fou à trouver ses VRP en fauteuil. Actuellement, il recherche 3 nouveaux commerciaux, mais il a renoncé à passer par la NPE. Est-ce que vous avez déjà recruté par la NPE, vous? Alors au tout début, lorsqu'on a démarré la société, on avait lancé une annonce sur le réseau NPE. Le fait c'est qu'on n'a pas eu de retour, 0 retour sur cette annonce de délégués médicaux, tout comme on les recherche aujourd'hui en fait. Pour nous, Denis Marliac accepte de se rendre à Cap Emploi à Angers. Il va proposer ses offres d'emploi à cette antenne de la NPE spécialisée dans l'insertion des handicapés. Nous sommes reçus par le conseiller qui le suit depuis 5 ans. Pas de diplôme ni d'expérience. Ce que le patron cherche, ce sont des gens dynamiques, en fauteuil roulant. Il faut des personnes qui sont à l'aise avec la maîtrise de la langue et surtout qui ne soient pas trop timides. Donc, c'est plus une question de personnalité qu'une question de diplôme en soi. D'accord. Premier problème, son conseiller ne peut pas cibler uniquement des personnes en fauteuil. On ne peut pas, on ne se doit pas de discriminer du fait de la nature d'un handicap un candidat. Donc de dire « je recherche une personne paraplégique », ça ne relève pas de mon travail. Je recherche une personne reconnue travailleur handicapé, oui, effectivement. Autre difficulté, chaque bureau départemental est compétent pour son seul bassin d'emploi. Et je recherche davantage sur des régions comme l'Île-de-France, le Nord et la région Rhône-Alpes. Nous sommes, en gros, globalement, aujourd'hui 120 Cap Emploi. Je peux difficilement prendre mon téléphone tous les matins pour appeler les 119 Cap Emploi de France. Ça veut dire que le réseau national ne fonctionne pas? Je ne sais pas si le réseau national ne fonctionne pas. Je constate que, malheureusement, à aucun moment, j'ai eu des moyens qui m'ont été donnés d'extérieur. Est-ce que Cap Emploi a trouvé un seul employé de M. Marliac? Il y en a une vingtaine actuellement. Aujourd'hui, non. Nous n'avons pas trouvé de candidat répondant aux attentes de M. Marliac. Je pense que là, on va arrêter. La question est embarrassante. Je continue mon enquête. Le système fonctionne-t-il mieux pour les demandeurs d'emploi? 2600 malades ou handicapés cherchent actuellement du travail dans ce petit département du Maine-et-Loire. 380 seulement ont décroché un contrat de plus de 3 mois. Pour les autres, la galère continue. J'étais inscrite à la NPE au mois de juillet. Je n'ai rencontré la NPE qu'au mois d'octobre. Donc j'ai trouvé ça un peu long. Et suite à ça, la NPE m'a orientée vers Cap Emploi, que j'ai rencontré que le 7 janvier. Entre le 18 octobre et le 7 janvier, je n'ai pas pu voir Cap Emploi. En un an, vous avez vu une fois votre conseiller Cap Emploi? Oui, seul. En un an, oui, une seule. À un moment donné, à la NPE, quand vous êtes fiché travailleur handicapé, on vous dit toujours allez à Cap Emploi. Nous, on ne peut pas s'occuper de vous, c'est Cap Emploi qui est là. La première fois, c'était à propos d'un poste comme infirmière du travail. Et 3 fois de suite, on m'a orienté vers le même poste alors que j'avais dit à ma conseillère « j'ai déjà postulé, je n'ai pas été prise ». Et il y avait des jours où elle me disait « ah, j'ai une idée pour vous ». Et moi, je lui disais « non, Astrid, vous n'allez pas me dire que vous avez encore pensé à ce poste-là ». Eh bien, si. Bon, je me sens pas suivie, hein. Je me sens un peu le pèlerin qui est dans le désert, un peu seul, quoi. Encouragée par ces témoignages, je pose la question de ces dysfonctionnements à Cap Emploi. Toutes les personnes que j'ai eues sur cette enquête trouvent qu'il y a un problème. Vous en faites la liste. Je trouve ça assez... J'en ai 25. J'en ai 25, j'en référerai à ma direction quant au droit à l'image et puis quant à la décision qu'on prendra vis-à-vis de ce reportage. J'en rediscuterai. Fin de l'entretien. Contacté quelques jours plus tard, la hiérarchie de Cap Emploi n'a pas souhaité répondre à nos questions. Pour trouver ces 3 commerciaux, Denis Marliac, comme d'habitude, va contacter son propre réseau. Depuis plusieurs années, il fait directement appel aux médecins des centres de rééducation. Nous sommes à Carpape, près de Lorient, le 2e plus grand centre de rééducation de France. C'est ici que Denis Marliac a recruté le petit dernier de l'équipe, un commercial dynamique en fauteuil roulant, Anthony.
Ça va. 3 jours par semaine, Anthony se démène pour vendre ses produits médicaux. C'est son premier emploi. Mais Anthony a toute l'expérience requise pour donner les meilleurs conseils aux patients du centre. Bonjour. 217. Ça va, Yolène? Et toi? Bien. Monsieur Clorec? C'est monsieur Anthony? Ouais. Je peux rentrer? Ouais. Avant, moi personnellement, je parle de mon passé. J'avais des speedy-cat aussi. Et maintenant, dans la vie de tous les jours, je me sonde avec des acting glisse. Quand tu rentres définitivement? Je sais pas encore. Donc tu sais pas. synthèse mardi prochain. T'as une synthèse mardi prochain, ouais. Ok. Le fait qu'ils soient en fauteuil, comme vous, ça joue? Il est plus à même de renseigner, parce qu'il est passé par là. Monsieur Cloarec travaillait sur les échafaudages. Il y a 10 mois, lors d'un chantier, chute d'une poutrelle en acier sur son dos. Non, ici on profite un peu. Paraplégie. Quand on était actif comme j'étais, c'est dur. J'ai toujours été habitué donc, à bouger. J'ai jamais été un gars d'intérieur, donc là, se sentir plus ou moins cloué, cloué dans un fauteuil, c'est plus dur. Surtout qu'avant, j'adorais la marche à pied, j'adorais la pêcher à pied, donc j'adorais mon boulot. Monsieur Cloarec est arrivé. Aujourd'hui, entretien avec l'équipe du docteur Pédeluc, le chef de service. Bonjour tout le monde. L'objectif, préparer Monsieur Cloarec à sa sortie. Lui rêve de quitter l'hôpital en marchant. Vous faites énormément d'efforts pour être dans une station debout entre les barres, mais cette marche-là, elle n'est pas fonctionnelle. Et tel que c'est aujourd'hui, ça ne sera pas fonctionnel dans votre vie quotidienne. Les récupérations tardives, ça existe, mais c'est extrêmement rare. Et si on évoque une possible sortie, c'est qu'on pense que vous êtes apte à le faire. 10 minutes plus tard, et malgré les explications répétées du docteur, Monsieur Cloarec se refuse à admettre son état. Mardi prochain, je reviendrai ici en marchant. C'est plus têtu que la Brest, toi. Le message est pourtant clair. Monsieur Cloarec doit quitter le centre et vivre avec son handicap. Non, il ne remarchera pas. Il faut passer à une autre phase et là, il a du mal à embrayer sur ce... Donc il faut, à mon avis, qu'il sorte, qu'il se désinstitutionnalise et qu'il reparte dans une activité sociale, familiale, professionnelle. Le docteur Pédeluc connaît bien ce vertige qui saisit les patients à leur sortie. Se débrouiller seul avec son nouveau corps peut faire peur. Il a beaucoup accompagné Anthony dans sa réinsertion. C'est même lui qui l'a aidé à trouver du travail. Bonjour. Sur le plan scolaire et professionnel, son niveau de formation ne lui permettait pas d'accéder facilement à un emploi pour une personne handicapée. Donc, il est passé, comme vous le dites, par des phases de galère importantes, à la fois, je dirais, psychologiques, sociales et financières. Je retrouve Anthony chez lui. Malgré son travail et tous ses efforts pour mener une vie normale, le jeune homme a bien du mal à voir son avenir. D'autant qu'il devrait bientôt perdre l'allocation adulte handicapé et vivre uniquement avec ses 600 € de salaire mensuel. Vous pensez que vous êtes un peu des laissés pour compte dans ce cas-là, qu'on ne vous donne pas les moyens de vivre correctement, décemment? Non. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est quelqu'un en fauteuil au pouvoir. Ça changerait peut-être les choses un peu. Je propose alors à Anthony de m'accompagner à la conférence nationale du handicap qui va se dérouler à Paris. Il est prévu que le président de la République l'inaugure. J'ai une petite idée dans ma tête de faire le jour où je vais voir monsieur Sarkozy. J'ai envie de lui demander de me mettre 5 minutes dans mon fauteuil. Mais pas pour qu'il ait pitié, rien du tout, pas ça. Mais pour qu'il se mette, en fait, qu'est-ce que c'est en fauteuil et essayer de naviguer en fauteuil. Je le respecte, c'est le président. Mais c'est juste pour lui montrer. De retour à Paris, j'obtiens une invitation pour qu'Anthony assiste à la conférence du handicap. L'événement est organisé par le ministère de la Santé en réponse à la plus grande manifestation de handicapés organisée en France au mois de mars dernier. 30 000 personnes qui revendiquaient un revenu d'existence décent. Coup de théâtre à la veille de la conférence. Je suis confuse
parce que je vais être un peu brève. On a des consignes très strictes. Les personnes qui n'ont pas reçu une invitation en direct à la conférence nationale du handicap ne peuvent pas y accéder. Vous êtes la bienvenue, mais les 2 personnes avec qui vous devez venir, on ne peut pas. C'est-à-dire que moi qui ne suis pas handicapée, je suis bienvenue à la conférence. Je ne suis pas handicapée ou non, tous les handicapés de France ne sont pas invités à cette conférence. Oui, mais je vous avais demandé, ça fait un mois qu'on est sur cette affaire et j'ai reçu un mail de confirmation de notre invitation. Donc j'avoue que vous annulez la veille de la conférence, c'est assez curieux, non? Écoutez, non, c'est pas curieux, c'est qu'on a des consignes de sécurité qui sont draconiennes. À la rédaction, nous essayons de trouver une solution. Anthony est déjà arrivé à Paris. On a réussi en insistant très fort. Je crois que la cellule de presse de l'Élysée... On a appelé hier le IRCOM du président qui m'a dit on va faire le maximum, mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend du ministère de la Santé. Oui, c'est ça. Comme tout coincé, on a effectivement appelé pour savoir s'il était possible que... Tu vois que ça sert à quelque chose, la caméra. C'est la suite maintenant qui va dire si ça servait à quelque chose. C'est effectivement, on va se tenir au courant. C'est ce qu'on va suivre, c'est ce qu'on va suivre. Voilà. Le lendemain, c'est le grand jour. Anthony espère croiser le président et lui parler pouvoir d'achat. En attendant, il soigne son look. Je fais comment pour M. Sarkozy? L'arrêt sur le côté? Comme d'habitude. Comme si je sortais en boîte. Mais là, la différence, c'est pas la boîte. Un vaste bâtiment, la Cinémathèque de Paris. 600 personnes, 4 ministres, tous les patrons des grandes associations de paralysés. Aux premières loges, Anthony ne semble pas impressionné. Devant vous, je vais insister sur l'une des... Et après son discours d'introduction, le président, comme prévu, vient saluer le premier rang. Bonjour, Monsieur le Président. Je vais vous remettre ça. C'est une lettre que j'ai écrite de mon parcours. Et mes problèmes que j'ai ces temps-ci, j'aimerais bien que vous la lisez tranquillement. Et je voulais vous savoir aussi, vous dites travailler plus pour gagner plus. Moi, j'ai commencé un emploi. Et ça veut dire que je vais perdre mon AH. Et je vais gagner le même salaire en travaillant. Alors, oui, j'ai tout écrit. J'ai écrit mon parcours par rapport à mon procès aussi, mon accident. J'ai plein de soucis avec la justice. Alors, je compte sur vous. Est-ce que vous êtes content là? Je vous avoue, ça fait bizarre quand même de voir le président de la République juste en face de moi. C'est vrai que ça fait bizarre. Et surtout quand il dit Anthony, ça fait bizarre. Mais bon, voilà. Vous l'avez mis dans votre fauteuil? J'ai pensé de les mettre dans mon fauteuil, mais le problème c'est qu'il était très pressé. Moi, j'ai pu déjà poser ma question que je devais poser, après remettre ma lettre et il est parti directement. Je peux plus non plus faire un discours. Hein. Si j'aurais pu l'inviter au restaurant aussi. Hein. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, c'est tout. Maintenant, je ne peux rien faire de plus. Hein. Depuis la fin de notre enquête, Anthony a gagné son procès. La commune de Lille-Tudy est responsable de son accident à 50%. Elle peut encore se pourvoir en cassation. Corentin et sa famille ont déménagé. Nadia a trouvé une école spécialisée pour son fils. Quant aux enseignants, 86% d'entre eux se disent prêts à accueillir des enfants handicapés à condition d'être mieux formés. C'est ce que révèle une enquête récente de l'UNAPI, la plus importante association de parents d'enfants handicapés mentaux. Maxime, lui, vit toujours dans un centre en Belgique. Ses parents n'ont pas obtenu de place en France. Son exil continue.